Je suis à la Riviera Palmeraie. D'accord. Ok, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà. Au fait, la délinquance aujourd'hui, d'une part, je suis un homme, mais je ne vais pas accuser aujourd'hui nous les hommes. D'accord. Parce que je me rappelle qu'à mon enfance, nos pères à son frère à l'heure, nos pères qui sont décédés, se préoccupaient plus de leurs enfants par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand un jeune marie une dame, une fois que la dame travaille ou bien il lui a donné un fonds de commerce pour se débrouiller, il s'en fout de l'éducation de ses enfants. Il laisse tout aux mains de la femme. Aujourd'hui, la majorité des délinquances est due à cela. Monsieur rentre au travail, n'arrive même pas à échanger avec les enfants. Les enfants se sentent sans père souvent dans des maisons, puisque papa n'est jamais là pour échanger avec les enfants. Le deuxième cas aussi, aujourd'hui on éduque nos enfants en oubliant d'ajouter Dieu à leur éducation. Et puis aujourd'hui les médias aussi sont beaucoup dans cette histoire de délinquance. Imaginez deux enfants qui vont à l'école, qui fréquentent le même établissement. L'autre fait les sales coups, et puis il est toujours bien habillé, il a de quoi appeler aux amis de l'école. Mais l'autre qui est concentré sur ses études, si Dieu ne l'aide pas, il va changer de comportement carrément. Donc, c'est pour dire à M. Koulibaly que vraiment, que les parents d'aujourd'hui éduquent leurs enfants tout en leur montrant la voie de Dieu. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, M. Touré. Merci. Alors, merci, très bonne journée. Pour résumer, donc il a parlé de problèmes d'éducation des hommes. Les hommes avec petite tâche, de moins en moins impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Ils laissent ces tâches à la femme. Il a parlé aussi de manque d'éducation religieuse, je vais dire ça comme ça, des enfants. C'est ce que j'ai ramassé dans les causes. Quand j'ai parlé des causes d'ordre social, la famille intègre dans le domaine social. Lorsque j'ai parlé de l'aspect culturel, le religieux intègre le domaine culturel. Voilà les grandes lignes au niveau des causes qu'on définit. Effectivement, mais il y a un élément aussi d'ordre culturel, puisqu'il a parlé de l'aspect religieux. C'est vrai, le rôle que joue la religion dans la société, c'est tout en intégrant les éléments d'harmonie, de moralité, effectivement. Mais on est dans la même veine de suivi des normes et des valeurs sociales, puisque les religions inculquent ces notions de valeurs-là au niveau du respect, du respect, c'est ça, du respect, du travail, de l'effort, le goût de l'effort, etc., l'honnêteté. Et donc, ça, c'est dans les conduites qui sont acceptées par toutes les sociétés pratiquement. Mais, du point de vue culturel, ça encore, je rentre dans le domaine anthropologique, vous allez voir des sociétés traditionnelles où, par exemple, je prends un exemple direct, où, par exemple, on va, vous, Eva, vous êtes là, vous vivez, non, vous êtes marié, et moi, je vous vole. Je vous vole, en le sens moderne du terme, je vous vole, et je disparais avec vous. Ah, vous me volez moi? Oui, okay. Alors que vous vivez avec quelqu'un. D'accord. Voilà, je vous vole, parce que je me sens fort, je me sens capable de m'occuper de vous, de tout assurer, et donc je viens vous voler, je ne demande même pas que divorcer, non, je viens vous voler. Ça fait partie de l'organisation de ces sociétés-là, parce que... c'est de la délinquance, ça. Ça rejoint la première question de notre téléspectateur. C'est pourquoi il n'y a pas eu la question de la légitimité. Docteur, on revient dans ces sociétés, ce n'est pas la délinquance. On revient tout de suite à ce très bel exemple que vous avez pris, parce qu'en attendant, on a M. Tano qui nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour, M. Tano. Bonjour, Amaniel. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok, vraiment, je suis parti par l'émission que vous êtes en train d'animer. Merci. Et c'est un thème véritablement qui concerne véritablement notre communauté à l'état actuel, vu que la délinquance est vraiment atteint un niveau très élevé. Mais ce que je m'en vais vous donner peut-être comme petite information et expérience. Généralement, la délinquance, elle est située à plusieurs niveaux. D'abord, dans le cas au niveau de la famille. Généralement, quand vous avez plusieurs enfants, que vous avez un qui n'a pas le même comportement que les autres, je crois qu'en tant que parent, vous devez vous poser la question de savoir réellement quels sont les problèmes véritablement auxquels l'enfant est confronté. Parce que vous ne pouvez pas avoir des enfants et puis parmi eux,
un va se comporter comme étant un rebelle, parce que j'estime ça en tant que rebelle. Généralement, c'est le manque d'affection qui fait que l'enfant, souvent se retrouvant dehors, est obligé de copier sur certains de ses amis. C'est le problème. Mais il y a le second facteur qui est un facteur général, qui est actuellement celui de la situation à laquelle vit, la situation que vit notre pays, qui est, comment on appelle, de pouvoir, aujourd'hui, nous avons des parents qui travaillaient avant 2002, qui étaient quand même aisés, qui se permettaient de vraiment s'occuper de leurs enfants convenablement. Avec les différentes crises qui sont survenues, ces derniers ont perdu leur emploi. Et aujourd'hui, sont ceux qui, par manque de moyens, ont la possibilité non seulement de pouvoir donner même les moyens de conseils à leurs enfants, vu qu'ils ne sont plus dans la mesure de pouvoir véritablement s'occuper d'eux. Donc, les enfants aujourd'hui sont obligés de s'adonner à d'autres pratiques, notamment, vous voyez, le domaine de la cybercriminalité, d'autres pratiques aujourd'hui qui déshonorent notre société. Et cela part du coup D'accord. Monsieur Touré, de cette situation. Monsieur Touré, permettez-moi une petite remarque sur ce deuxième facteur. Vous dites que, Monsieur Tano, pardon, il y a une différence entre donner des conseils à son enfant et puis pouvoir lui donner à manger ou lui donner de l'argent. C'est pas parce que la famille devient plus pauvre, il y a une paupérisation, que le père doit s'empêcher de donner des conseils à ses enfants. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Donc, ce sont les deux facteurs que vous avez évoqués, donc le manque d'affection dans certaines familles et puis Oui, le manque d'affection est surtout prioritaire dans l'évolution de l'enfant. Parce que je vois qu'il y a des familles qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas le minimum, mais les enfants quand même les écoutent. Les enfants ne s'adonnent pas à certaines pratiques. Parce que tout simplement, il y a une bonne complicité entre les parents et les enfants. S'il y a une bonne communication, je crois que ça peut, il n'y a pas de problème à cela. Mais quand il y a un manque de communication, c'est en cela que le problème revient. Puisque l'enfant se retrouve à aller faire des pratiques d'ailleurs qui n'ont pas la famille. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Tano, pour votre participation. Merci. Très bonne journée à vous. Monsieur docteur. Oui. Oui, l'aspect affectif, c'est la dimension psychologique, comme je l'ai dit. Pourquoi sur 4, il y a un qui dévie? Tout simplement, peut-être que, effectivement, comme il a dit, je suis d'avis avec lui, c'est l'un des éléments explicatifs que peut-être il y a un enfant qui se sent rejeté, mal aimé au sein de la famille. Effectivement, ça peut développer un certain nombre de comportements vis-à-vis de la famille même d'abord, ce qui fait que cet enfant, en cherchant à s'affirmer, peut s'adonner à des pratiques tout simplement pour se faire pour attirer l'attention sur lui. Donc c'est pourquoi, quand on parle beaucoup de la délinquance juvénile, on fait beaucoup attention scientifiquement pour éviter un certain nombre de préjugés tels que la question de pauvreté de la famille qui explique que les enfants sont délinquants. Non, véritablement non. Même si au niveau social, il peut y avoir un lien, mais tout de suite, pour l'établissement d'une logique, ce n'est pas exact. Sinon, toutes les familles pauvres allaient générer des délinquants. Très bien, docteur. J'aimerais qu'on parle également de la délinquance des filles. On n'en parle pas souvent. Quand on parle délinquance, tout de suite, notre inconscient nous ramène aux jeunes garçons ou à des adultes, à des hommes adultes. Mais il y a également des filles qui sont délinquantes. Oui, d'une manière générale, quand on parle de la délinquance, c'est les deux sexes. Hein? Ah oui, c'est les deux sexes, et les hommes et les femmes. Il faut reconnaître qu'il y a plus de délinquants que de délinquantes. Bon, c'est ce qu'on croit. Peut-être c'est ce qui est visible. C'est ce qui est visible. Mais tout de suite, je ne dirais pas forcément que c'est beaucoup plus au niveau des hommes que des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que les deux sexes se valent dans le mal. Se valent, hein, parce qu'on a les chefs de gangs qui sont femmes. Oui, on va en reparler. Monsieur Taïri, qui nous appelait de Grand Bassam il y a quelques instants, est de retour. Il est encore parti. D'accord. Alors, pour parler donc de délinquance féminine, on dira ça comme ça. Oui. Après, c'est peut-être un préjugé, je me trompe peut-être et sur moi-même, mais les femmes sont moins agressives, je pense, que les hommes. Oui, ça dépend de quelle forme de délinquance on privilégie. Est-ce que c'est la délinquance type braquage, vol, etc. Est-ce que c'est des arnaques? Est-ce que c'est la délinquance, comme vous l'avez dit, c'est les arnaques? Ou bien est-ce que c'est la délinquance, la prostitution? Ah oui. Voilà, donc c'est pourquoi il dit c'est quelle forme. Donc on ne peut pas tout de go dire que les hommes sont plus délinquants que les femmes. C'est pourquoi il dit ça dépend de quelle forme. Quand on rentre dans le domaine de la prostitution,
la société, évidemment, en laissant fuir des questions de droit, mais du point de vue sociologique, c'est des pratiques qui ne sont pas acceptées par la société, notamment la société ivoirienne dans laquelle nous vivons. Mais cette société, nous savons que cette pratique, c'est fait beaucoup, c'est les femmes qui le plus vieux métier du monde, oui, comme on dit. le plus vieux métier du monde, comme on le dit. C'est les femmes qui pratiquent ce comportement-là, qui ont ce comportement. Donc, quand on rentre dans cette forme, on ne dira pas que c'est les hommes qui ont plus. Mais comme on n'a pas véritablement fait une étude sur la délinquance d'une manière générale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour déterminer un certain nombre de variables, un certain nombre d'indicateurs qui puissent nous orienter sur la nature même de la délinquance et puis sur les taux, la proportion. Et en intégrant les aspects genre, c'est des études qu'on peut mener, mais puisqu'aujourd'hui on n'a pas. On n'a pas ces données. Voilà, là. donc il faut voir dans quelle forme nous nous situons. Peut-être que si on rentre dans le domaine de la délinquance, la haute délinquance, comme on le dit, les braques, le gangstérisme, qui est entre guillemets la haute délinquance, effectivement, vous allez trouver plus d'hommes. Mais quand on rentre aussi dans l'autre délinquance, qui constitue par exemple la prostitution, vous avez les femmes. Voilà. Donc maintenant, quand on rentre dans la délinquance, comme on le dit, routière, je pense que là, vous avez à la fois les femmes et les hommes, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est seulement les hommes qui conduisent très mal. Tout à fait. Voilà, vous avez aujourd'hui tous ces situations. Donc c'est difficile de dire que c'est beaucoup les hommes, ça dépend de la forme. D'accord. Alors docteur, est-ce que la consommation par exemple de produits stupéfiants, Oui. de drogue notamment, est-ce que ça a un impact sur cette délinquance-là? Parce qu'on sait que les produits stupéfiants ont tendance à nous désinhiber. Oui. Il y a un cap qu'on peut franchir, qu'on ne franchirait pas forcément, qu'on ne franchirait pas sur... Oui. Aujourd'hui déjà, on peut dire, on annonce le fait même de consommer, la consommation elle-même déjà, c'est une forme de délinquance, puisque cette consommation de drogue est proscrite par la société. Donc ça, c'est déjà une forme de délinquance. Très bien. Voilà. On va prendre Avant d'arriver maintenant, est-ce que quand il consomme, il devient encore plus délinquant? Sur le fait de consommer, déjà, il est délinquant. Très bien. Monsieur Tahiri est de retour pour la 3e fois. On espère que cette fois sera la bonne. On va l'écouter. Monsieur Tahiri. Allô? Oui, monsieur Tahiri, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur ou le couper carrément. Allô? Ok, c'est fait. Voilà, on vous écoute. Ok. En fait, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a 4 facteurs de délinquance. Oui. La délinquance est basée sur 4 facteurs. Il y a l'éducation sociale de la vie active elle-même. Oui. Il y a l'éducation parentale. Oui. Voilà, de ce que l'on prend à la maison, des papas, des mamans, des soeurs, des grands frères, de tout ça. Et il y a ce que l'on prend dans la société civile. En fait, je peux dire par là qu'un élève à l'école, pour un fonctionnaire à son bureau, à son personnel, il y a une autre éducation qui se base là-bas. Maintenant, lui-même, l'homme lui-même a son éducation personnelle. Il ne suffit pas de dire que comme l'enfant est issu d'une famille démunie qui va forcément l'emmener à la délinquance. Non. Il y a des gens qui sont sortis de familles démunies et aujourd'hui, eux-mêmes, de leur propre courage, ils ont devenu quelqu'un de grain et de bien. Ils ne sont pas forcément délinquants, si vous me suivez. D'accord. Et voilà. Et en fait, l'autre facteur que je veux préciser, je veux dire que par là aussi, il y a l'homme lui-même qui peut arriver à distinguer le bien et du mal. Une fois que tu commences à grandir déjà, tu as le contraire du mot délinquance. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, la sagesse et le respect sont le fruit d'une bonne éducation. Les parents disent que l'homme même s'éduque. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tahiri, pour votre intervention. Très bonne journée à vous. On a vu que vous avez insisté pour participer à cette émission et c'est un plaisir pour nous. D'ailleurs, votre intervention était très intéressante. Il a parlé en gros d'éducation, éducation sociale, parentale, civile, en fait, ça se recoupe. Hein, parce que déjà, quand on parle d'éducation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on commence déjà par la famille. C'est la cellule sociale de base. Voilà, parce que l'enfant naît dans une famille dont les premières leçons qu'on lui donne du point de vue éducation, c'est la famille. Voilà. Et maintenant, il y a ce qu'il a appelé le développement non, pas personnel, le développement que la société maintenant aimerait inculquer après la cellule familiale. On intègre la société qui inculque aussi un certain développement. Et puis il y a l'expérience
c'est ce qu'il appelle éducation personnelle. Après, il y a l'expérience même personnelle de la personne, ses rapports vis-à-vis de la société, son développement en tant qu'adulte, qui aussi peut générer certains nombres de comportements. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne doit plus être éduqué. Voilà, c'est tout le long du processus de vie, du parcours de la vie de l'homme, qu'on est soumis au processus d'éducation. D'autant plus qu'il y a des adultes qui sont de grands délinquants. Tout à fait. Et qui donnent malheureusement de mauvais modèles, qui sont de mauvais modèles, donnent de mauvais exemples à leurs enfants et même aux enfants alentours. Tout à fait. Je suis d'avis avec vous. C'est pourquoi la société a mis un certain nombre de balises, telles que les maisons de correction, d'arrêt et de correction. Le terme correction, en fait, c'est ça. Dans la correction, vous avez aussi une certaine forme d'éducation qui est intégrée. De réinsertion. Voilà, et de réinsertion qui est intégrée dans le vocable de correction. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que ce n'est pas parce qu'on est adulte et qu'on a des comportements déviationnistes qu'on ne doit pas être éduqué. Au contraire, c'est là qu'on a besoin d'éducation parce qu'on devient un véritable danger pour la société. Je ne sais pas trop comment ça se passe à la maison de correction, d'arrêt de correction d'Abidjan, à Maka notamment, et puis dans les autres centres pénitentiaires de la Côte d'Ivoire. Mais quand on inclut cette dimension de correction, on devrait avoir peut-être des psychiatres, des psychologues, je ne sais pas si ça se fait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui visitent les détenus pour justement leur amener à comprendre que leur comportement est antisocial et qu'ils doivent changer de voie. Oui, ça existe. Oui, ça existe de par mon expérience. Il y a un dispositif au niveau des travailleurs sociaux qui s'occupe, ça dépend qu'on soit mineur ou qu'on soit majeur. Il y a, par exemple, vous avez des ateliers tels que menuiserie et autres qui permettent, mais ça ne suffit pas. C'est tout un ensemble de dispositifs que l'État est en train de mettre en place pour pouvoir réintégrer tous ces délinquants. Le dernier dispositif même né au niveau du ministère de l'Emploi, c'est le service civique d'action pour l'emploi et le développement, dont moi-même je suis le coordonnateur national, et pour pouvoir réinsérer tous ces jeunes-là qui sont d'une manière dans une délinquance et dont le rôle, la société est véritablement de les intégrer. Donc, il y a du mal déjà à l'aspect arrêt, mais il y a aussi l'aspect sortie. Et donc, ce n'est pas un dispositif particulier qu'il peut faire, mais c'est un ensemble de dispositifs. Justement, pour éviter la récidive. Pour éviter la récidive. Mais ce qu'il faut retenir, la ligne droite, c'est de pouvoir réinsérer toutes ces personnes-là. Voilà, toutes ces personnes, tous ces jeunes notamment, puisque généralement, même c'est des jeunes, pour pouvoir réinsérer ces jeunes dans le tissu socio-économique. Très bien. Monsieur Ilboudo nous appelle du Burkina Faso. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Ilboudo. Oui. Je vous appelle du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. On vous écoute. Oui. Bon, à mon humble avis, je pense qu'il y a un facteur aussi qui est lié à la délinquance, c'est l'injustice en fait. L'injustice. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup de délinquants au col blanc, si je puis me permettre de le dire. Il y a beaucoup de délinquants au col blanc qui se promènent. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand la jeunesse voit ces personnes-là, bon, ils se disent que, bon, eux, ils peuvent se permettre de le faire. Et, bon, en fait, ils ne seront pas inquiétés par la justice. D'accord. Donc, c'est cette impunité ambiante-là qui favorise la délinquance pour vous. Voilà. Bon, il y a tout ça aussi qui est là. D'accord, monsieur Ilboudo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Non, pas très bonne journée. Oui, je le vois un peu faire le pas. Peut-être moi, je ferai le pas pour aborder la question des brouteurs. C'est un peu ça. Hein, c'est des délinquants, c'est établi que ce sont des délinquants. Voilà, en fait, voilà des comportements de certains jeunes. C'est des comportements vis-à-vis de la société, c'est des délinquants. C'est des délinquants vis-à-vis même des thèses juridiques, c'est des délinquants vis-à-vis de la légitimité sociale, c'est des délinquants. Mais voilà que dans une société propre à ces jeunes, dans leur environnement, dans la société, dans cette micro-société que ces jeunes ont formée, ils constituent des modèles. En tant que sociologue, c'est ce qu'on constate, ils constituent des modèles et ils vivent dans une certaine opulence, dans une certaine abondance et ils sont copiés, on leur déroule le tapis rouge, bien sûr, dans leur société. Dans le microcosme. Voilà, dans ce microcosme-là qu'eux-mêmes ils ont créé. Et effectivement, c'est juste ce qu'il a dit, ça nous pose la question de la limite, pour la question de délinquance. Est-ce que d'une manière générale, quand la société est punie, mais
Mais on se retrouve dans un microcosme plus réduit où c'est d'une manière autorisée parce que c'est reconnu et ça attire même des convoitises. Voire même et ça génère, recommander. voilà, ça génère des modèles. Tout à fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a pas mal de jeunes qui veulent devenir brouteurs. Tout à fait. Parce qu'ils se retrouvent avec des sommes faramineuses et qui gaspillent comme ils le veulent. Ils vivent dans des grosses cylindrées, effectivement. Mais vis-à-vis de la société, c'est condamné. C'est pourquoi l'État est en train de prendre des mesures pour pouvoir vraiment annuler, supprimer docteur, même ces comportements parce que c'est antisocial. Mais docteur, est-ce que finalement, ce n'est pas une question de mœurs, une question de conception de la vie? Parce que cet exemple-là que vous prenez illustre fort bien ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. C'est un comportement que la société décrit. C'est un comportement à la limite de la légalité. Voilà. Mais pour ceux qui en vivent, pour ceux qui la côtoient, pour ceux qui la connaissent, c'est complètement à l'opposé de l'antisocial. C'est justement la norme. C'est ce que je dis. Et là, on aborde un aspect qui est très, très intéressant. C'est la question des représentations sociales. La question des représentations, c'est-à-dire tel qu'on se projette la société, tel qu'on perçoit la société. Donc, ces représentations sociales sont intimement liées à l'ensemble des normes, au système normatif, comme on le dit, des valeurs, etc., que la société met en place. Mais voilà un exemple. Dans un cas où on a deux sociétés, en fait. Vous avez la société, comme vous l'avez dit, globale, qui punit, qui essaie de réprimer ses comportements. Et à côté, vous avez une micro-société dans laquelle tout est permis. C'est vraiment la société idéale. Et donc, ces jeunes même sont les parrains à certaines cérémonies, des jeunes, etc., que nous tous nous connaissons. Et effectivement, c'est une question de perception de ces jeunes. C'est pourquoi j'ai dit que la question de délinquance, les jeunes, parce qu'on parle beaucoup de la délinquance juvénile, parce que ce n'est pas forcément ce que la société pense que c'est le modèle que le jeune considère comme le modèle. Très bien. Il y a l'aspect psychologique. Docteur, on y revient voilà. Tout de suite. On va prendre notre tout dernier auditeur, dernier téléspectateur, pardon, pour vous laisser le temps de faire une conclusion. Monsieur Lorougnon qui nous appelle de Marcory. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Lorougnon. Oui, bonjour, Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, au fait, je voulais intervenir un peu sur la délinquance. Oui. Mais là, bon, je crois que, ça, au niveau de beaucoup de facteurs, d'abord, il y a la société même dans laquelle ces gens-là vivent. Voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre des gens qui ne côtoient pas des personnes. Il faut savoir tout ce qui les amène à la délinquance. Parce qu'on ne va pas rester toujours dans des bureaux climatisés, rester là à chaque fois, dire des choses sans connaître ces personnes. Voilà les problèmes. Pardon, vous pouvez reprendre, on vous entend difficilement. Allô? Ce que je disais, oui. À chaque fois en Afrique, on veut prendre des décisions sur certains fléaux. On a l'impression que les gens se mettent pour 4 minutes pour parler. Sans connaître les réalités. Savoir qu'est-ce qui les pousse à ça. Voilà. D'abord, il y a ce facteur. Et puis, de dire, bon, tout à l'heure, je suis un peu dans l'intervention où tu as dit que c'est pas parce que les parents sont diminués qu'ils ne peuvent pas donner des conseils. Est-ce que vous imaginez un instant, un enfant qui n'est pas bien nourri d'abord à la maison, il se cherche peut-être en ville pour pouvoir venir à ses besoins manger. Vous pensez que son père va lui dire, ne fais pas ça qu'il va faire, pendant que chez lui-même à la maison, il manque déjà de ça. C'est pas possible. Le père aura fait sa part. Quitte à l'enfant à écouter ou ne pas écouter, mais le père, en tant que parent, il se doit d'éduquer son enfant et de lui donner des conseils. Oui, il peut lui donner des conseils, mais est-ce que cet enfant-là, il va l'écouter? Est-ce que vous pensez qu'il va écouter? Déjà, même si à la maison, on n'arrive pas à venir d'abord à ses besoins étant jeunes. Voilà. Il y a toutes ces choses-là. D'abord là, dans la maison d'arrêt, nous, si jamais parti, on a des gens qui sont partis, ils disent un peu de tout. Mais écoutez ces personnes qui sont là-bas un peu, comment ils sont arrivés à la délinquance pour se retrouver à la macabre. Est-ce que ça se fait? Et puis en comptant pour même peut-être d'autres dirigeants dans les autres pays, je ne sais pas comment les appeler, mais ils sont les plus grands délinquants. Vous pouvez la ils sont plus délinquants que les petits. Vous pouvez répéter, on vous entend mal. Je dis, il y a... Allô? Oui, on vous entend, monsieur Lorougnon. Je disais qu'il y a des personnes, des hautes personnalités dans ce pays où nous savons un peu plus ou moins ce qu'ils font. D'accord. Les gens qui font appel, qui font les décisions des deniers publics, ceux-là, comment on les appelle? Ce ne sont pas des délinquants? D'accord, voilà. Monsieur Lorougnon, on a bien pris en compte votre intervention.
Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Docteur, on n'a plus suffisamment de temps. On a environ 3 minutes, je pense, avant la fin de l'émission. 2 minutes à peine, d'accord. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on dira? Oui, pour conclure, ce que je peux dire rapidement, c'est que la délinquance, elle existe. Hein. Une société, je pourrais dire, à délinquance, ça veut dire qu'il n'y a pas de délinquance, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Seulement, il faut pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs, non seulement pour pouvoir endiguer, donc réprimer ces formes, donc sanctionner, mais en même temps pouvoir intégrer, parce que c'est des êtres humains au sein de la société, ces délinquants. Voilà, il ne faudrait pas qu'on considère que c'est une perte définitive. C'est pourquoi aujourd'hui on salue un peu l'action au niveau de l'État pour la mise en place, par exemple, du service civique d'action pour l'emploi et le développement au ministère, qui a pour rôle spécialement de pouvoir réinsérer, former ces jeunes et les réinsérer dans le tissu socio-économique et de manière vraiment financière, gratuite, 100% par l'État ivoirien avec l'aide de certains partenaires. C'est ça un objectif privilégié. Donc il faut mettre beaucoup plus les moyens autour de ces dispositifs-là pour éviter que ce jeune récidive et qu'il devienne délinquant à jamais. Parce que le rôle de la société, ce n'est pas de laisser un jeune sur le carreau ou sur la route du développement. Parce que, comme on le dit, le président de la République le dit toujours, il faut que tous les jeunes, toutes les catégories soient dans le train de l'émergence. Très bien. C'est ce que je peux dire comme conclusion. Merci beaucoup. Conclusion partielle, hein, parce qu'on sera encore demain ensemble pour parler donc toujours de ce thème donc de délinquance. Aujourd'hui, nous avons fait l'état des lieux et on a parlé de causes. Le débat a été très enrichissant, en tout cas avec vous et avec vous également, très chers téléspectateurs. On en profite pour vous dire merci pour toutes vos participations. Vous êtes nombreux à appeler pour tous les coups de fil qu'on ne peut pas prendre ici à l'antenne et puis pour vos interventions de partout en Afrique et de partout dans le monde. Je vous rappelle que demain, on se retrouve à partir de 13h15 sur RTI2. En attendant, restez scotchés sur votre chaîne car notre programme continue.